virtuelle, on clique sur le bouton démarrer. C'est parti. Donc là on simule en fait l'allumage d'un ordinateur, même s'il est virtuel, et comme il n'y a aucun système d'exploitation installé sur cet ordinateur, VirtualBox l'a détecté et râle. Il nous demande d'insérer un disque, soit un DVD, soit une clé USB qui contient un système d'exploitation à installer, et nous on n'a pas besoin de faire ça, on peut se contenter d'utiliser notre fichier ISO. C'est ce qu'on va faire, donc on va ajouter notre fichier ISO. Alors on n'est pas dans le bon répertoire, moi j'ai utilisé Chrome tout à l'heure, Chrome met ses fichiers dans le répertoire téléchargement. Donc, et voilà, manjaro.iso, c'est celui-ci, on le choisit, choisir. Et maintenant on va pouvoir démarrer notre machine. Démarrer. Alors, VirtualBox parfois affiche des messages, vous en voyez un en haut. Si vous ne voulez pas qu'il réapparaisse, vous cliquez ici sur l'icône ne plus afficher. Donc nous voilà dans le menu de démarrage de ce système virtuel, système d'installation, celui qui se trouve sur le DVD, c'est pas celui qu'on va installer ensuite. On peut notamment changer les paramètres de langue, donc pour l'instant c'est réglé comme si on était sur une machine américaine. Donc on va dire qu'on est en France, on veut du français, et encore plus important, l'agencement du clavier. Pour l'instant c'est un clavier US, donc QWERTY. Or nous en France on a des claviers AZERTY, donc si on ne change pas ça, taper du texte serait très problématique. On peut régler ici le TZ, c'est Time Zone, donc le fuseau horaire. À la place de UTC, on va mettre Europe, Paris. Voilà, là les réglages sont corrects. On peut booter, on choisit l'option avec les drivers open source. Ça n'a en fait pas d'importance parce que de toute façon dans une machine virtuelle, on va réutiliser les drivers de notre Windows. On n'aura pas de driver à installer. Et c'est parti, le vrai démarrage de la machine maintenant. Et voilà, alors on appelle ça un système live, c'est-à-dire c'est un système d'exploitation qui a démarré à partir d'un périphérique, par exemple un DVD ou une clé USB. C'est pas un système qui est installé sur une machine. Quelle est la différence? Il y en a plusieurs. Déjà, un lecteur de DVD, c'est beaucoup plus lent qu'un disque dur, et ça se ressent. Même si c'est virtuel, ça reste plus lent, et aussi parce que les programmes sont compressés sur un lecteur de DVD, alors que si on installe Linux sur un disque dur, les programmes sont décompressés à l'avance. Bon. Pour ceux qui ont déjà installé Windows, là c'est très différent parce qu'en fait vous avez déjà un Linux parfaitement fonctionnel. Vous voyez, j'ai un environnement à fenêtre, bon, qui se trouve à l'intérieur d'une fenêtre qui elle-même est dans mon Windows. C'est pour ça que c'est un ordinateur virtuel. J'ai une barre des tâches avec un menu démarrer ici, des icônes sur le bureau. Bon, je pourrais déjà m'en servir en fait, mais c'est pas ce qu'on va faire. Nous on va installer Linux, donc on va lancer l'installateur en cliquant sur ce bouton ici. Et on va avoir quelques écrans de saisie de paramètres. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, c'est très très simple. Donc le premier, il n'y a rien à faire, on est déjà en français, parce qu'on avait fait le réglage tout à l'heure. Alors il n'a pas retenu que j'étais à Paris, bon, c'est pas bien grave. Allez, on clique à peu près, voilà, je suis à Paris. Aucun autre paramètre à changer sur cet écran. Suivant. Le clavier, il est déjà bien réglé, c'est AZERTY, tout va bien. Là par contre, il faut choisir l'option effacer le disque. Alors pas de panique, il ne s'agit pas de votre disque dur physique, mais du disque dur virtuel. Vous voyez ici 25 gigaoctets, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous n'allez à aucun moment installer Linux sur votre vrai disque dur, uniquement à l'intérieur du disque virtuel. Ce qui signifie en gros que vous ne prenez aucun risque. Ce qui va se passer, c'est que au départ, le disque de 25 gigaoctets est vide, vous le voyez ici. À la fin, il sera rempli avec votre système Linux Manjaro. Voilà.
On ne change aucun autre paramètre. Et les options partitionnement manuel pour les experts, on va évidemment pas faire ça. Suivant. Alors, mon nom. Le nom de l'ordinateur, John VirtualBox, pourquoi pas. Je choisis un mot de passe très court. Il n'y a pas de nécessité de sécurité ici, c'est une machine virtuelle, elle ne sera jamais connectée sur Internet, enfin, on ne pourra pas y accéder depuis l'extérieur, donc ça n'a aucune importance en fait. Bon, je suis obligé de mettre un mot de passe, je vais en mettre un. Sachant que vous devrez taper régulièrement ce mot de passe dès que vous voudrez installer un programme, c'est plutôt intéressant s'il est court et facile à taper. Voilà. Démarrer la session sans demander le mot de passe, oui. Encore une fois, il n'y a pas de problème de sécurité sur une machine virtuelle, en tout cas pas celle-ci. Utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur, oui aussi. Pourquoi en faire un deuxième? Suivant. Est-ce que vous voulez LibreOffice? Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va dire non, ça accélérera l'installation. Il est toujours possible de l'installer après coup, je vous montrerai comment faire. Voilà, un petit résumé de ce que l'installateur de Linux prévoit de faire. Donc, en gros, ça résume tout ce qu'on a sélectionné avant. Donc, allons-y, installer. Dernier avertissement, ça va effacer le contenu de notre disque dur. Aucun souci, c'est un disque virtuel. Et en plus, il est vide. Installer maintenant. Et c'est parti. Ça prend à peu près, sur mon ordinateur, 4-5 minutes. Eh bien, on va voir tout ça en accéléré. Et on se retrouve à la fin. Et voilà, l'installation est terminée. Alors, on ne va pas cliquer tout de suite sur « Redémarrer maintenant », pour une raison que je vais vous expliquer dans une minute. Donc on va fermer cette fenêtre, terminer, celle-ci aussi. Et maintenant, il s'agit d'éteindre proprement cette machine. Alors, c'est comme pour n'importe quel ordinateur, hein, lorsque vous êtes sous Windows et que vous voulez éteindre votre machine, vous allez a priori dans le menu démarrer, et vous sélectionnez l'option marche arrêt. Voilà. Pourquoi faites-vous ça? Parce que si vous coupez violemment le courant de votre machine, vous risquez d'avoir des problèmes de corruption sur votre disque dur, certains fichiers pouvant ne pas avoir été écrits correctement. Bah, sous Linux, c'est exactement pareil. Il y a un menu démarrer, et vous pouvez quitter la machine à partir de là, éteindre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est fermer brutalement la fenêtre, par exemple en cliquant sur la petite croix ici, encore qu'à mon avis il y a une sécurité, ou bien ici, fermer. Si vous faites ça, c'est l'équivalent de couper le courant, donc c'est une très mauvaise idée. Donc on va dans le menu démarrer, quitter, éteindre. Il n'a pas exactement le même look que sous Windows, mais il a les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc ici, shutdown. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas redémarré directement notre système? Tout simplement parce qu'il aurait redémarré une nouvelle fois sur le DVD virtuel. Or, on n'a plus besoin de ce DVD virtuel. Il était juste là pour l'installation. L'installation est complètement terminée. Donc on va l'éjecter. Pour ça, vous allez donc de la partie stockage, vous repérez la ligne qui contient votre fichier ISO, 3,1 Go, voilà c'est ça. Bouton droit, éjecter le disque. Voilà. Il ne reste plus que le disque dur sur lequel a été installé Windows. Donc au prochain démarrage de la machine, c'est celui-ci qui va démarrer. Et donc, encore une fois, on clique sur le bouton démarrer, sauf que cette fois, ce n'est pas notre DVD qui va démarrer, mais le système que l'on vient d'installer. On est sur notre système Linux. Alors il n'est pas complètement fonctionnel, déjà vous voyez, il y a 472 mises à jour disponibles. C'est tout simplement parce que le système Manjaro est un système, une distribution Linux qui est mise à jour très très régulièrement, parfois même plusieurs fois par jour. Ça ne veut pas dire que tout le système est mis à jour, mais un certain nombre des paquets proposés vont se mettre à jour. En général, on a plus ou moins les dernières versions des logiciels proposés.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on installe ce Linux-là. Il y a d'autres Linux, d'autres distributions, comme par exemple Debian, qui sont mises à jour, grosso modo, une fois tous les 3 ans. C'est beaucoup plus lent. En dehors des mises à jour de sécurité, bien sûr, qui elles sont beaucoup plus fréquentes. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est mettre le système à jour. Vous voyez, il nous dit ici qu'il y a des paquets linguistiques qui sont disponibles, il y a un nouveau noyau. Bon. Alors je vais redimensionner ma fenêtre, histoire d'avoir un peu plus de place. Donc cette application-là, qui nous a servi à installer Linux, ne nous est plus d'aucune utilité. Donc, comme on n'a pas envie de la revoir, on va décocher l'option ici, lancer au démarrage, et on ferme, pour la dernière fois, cette fenêtre. Et nous voilà dans notre système Linux. Alors, première chose à faire, mettre ce système à jour. Il existe 2 possibilités, essentiellement. Vous avez ici une petite icône qui est un petit peu l'équivalent de Windows Update. Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui vous dit voilà toutes les mises à jour qui sont proposées. Vous avez la liste complète, elle est très longue. Et vous pouvez appliquer toutes les mises à jour. Bon, personnellement, je n'aime pas utiliser une interface graphique pour ça. Lorsqu'on a un petit peu l'habitude d'utiliser Linux, on se rend vite compte que utiliser la ligne de commande est beaucoup plus puissant. Et donc je vais vous apprendre plutôt à utiliser la ligne de commande, et pour ça vous avez besoin d'un terminal. Donc vous avez une icône juste à côté ici, terminal, et vous avez, voilà, la bulle d'aide, appuyez sur F12. Donc on va faire ça, j'appuie sur F12, et en fait j'ai un terminal qui descend du plafond. Ça c'est bien pratique parce que je peux le refermer, le réouvrir, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre de place à l'écran, je tape une commande, il se referme, j'en ai besoin, je l'ouvre à nouveau. Bon. Comment fait-on pour mettre le système à jour? Eh bien avec Manjaro Linux, le gestionnaire de paquets, les logiciels sous Linux sont distribués sous la forme de paquets, s'appelle Pacman, ce gestionnaire de paquets. Donc Pacman, il faut lui mettre des options derrière. Donc là je vais faire une mise à jour, donc c'est moins S majuscule, YU. Donc ça va aller chercher la nouvelle liste des fichiers, et le U, ça veut dire update, c'est pour mettre le système à jour. Alors, si je valide cette commande, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le compte John que j'ai créé n'est pas un administrateur du système. Alors ça, c'est une sécurité qui est utilisée aussi sous Windows et sur macOS. A priori, les utilisateurs, par défaut, ne sont pas des administrateurs, tout simplement pour des questions de sécurité. Ça évite de faire des fausses manipulations. C'est-à-dire que moi, en tant que Jon Snow, je ne peux pas aller casser mon système, parce que je n'ai pas accès au fichier système, justement. Si jamais je suis sur le web et qu'un virus essaye de s'installer, ce virus n'aura pas les droits d'administrateur, et ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, j'ai encore jamais vu de virus sous Linux, il paraît que ça existe, c'est extrêmement peu fréquent. En tout cas est-il, notre problème, il faut qu'on puisse exécuter cette commande en tant qu'administrateur. Donc sous Linux, une manière de faire ça, c'est de mettre un préfixe devant sudo, qui est en fait l'acronyme de super user do. Donc super utilisateur fait la commande qui suit. Donc ça va me demander mon mot de passe, pas celui de l'administrateur. Pourquoi je tape mon mot de passe et pas celui de l'administrateur? Parce que tout simplement, même si l'utilisateur Jon Snow n'est pas un administrateur, il a le droit d'exécuter des commandes en tant qu'administrateur, à condition de mettre le préfixe sudo et de taper son mot de passe. Voilà, donc là il y a 2 fichiers qui vont se mettre à jour. Alors pourquoi seulement 2? Parce qu'en fait il y a un système de vérification cryptographique des paquets qui existe, et ici il y a des clés cryptographiques qui doivent être changées, et il faut qu'elles soient changées avant le reste des mises à jour. Donc pour l'instant il va se contenter de mettre à jour le trousseau de clés cryptographiques, et après arrivera la vraie mise à jour. On va augmenter un peu la taille du terminal.
Voilà, donc là, il désactive un certain nombre de vieilles clés qui sont plus d'actualité, il en a ajouté d'autres. Et maintenant, il va nous proposer la vraie mise à jour. Alors, parfois, il y a des questions qui sont posées, de toute façon, vous ne savez pas ce que font ces programmes, donc a priori, le plus simple, c'est de dire oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous appuyez sur Entrée, et l'option oui sera prise par défaut. Voilà la liste de tous les paquets qui vont être mis à jour. Alors, il y en a, vous voyez, énormément. On vous dit que la taille du téléchargement, c'est 1,2 gigaoctets, et qu'il y a pour 4,6 gigaoctets de fichiers à installer ensuite, parce qu'ils sont compressés en fait. Mais rassurez-vous, en fait on va remplacer d'anciennes versions de programme par des nouvelles, et en réalité le différentiel est uniquement de 58 mégaoctets. Donc ça fait beaucoup de téléchargement, mais à la fin notre système ne sera pas beaucoup plus gros. Allons-y, c'est parti. Ça va relativement vite, hein, 1,2 gigaoctets. Alors tous les paquets là que vous voyez défiler, ce sont certaines composantes du système que l'on appelle Linux. En réalité, Linux, ça désigne juste une toute petite composante d'une distribution, mais elle est absolument essentielle, c'est le fameux noyau du système d'exploitation. D'ailleurs, vous voyez ici, Linux, il y a un fichier qui s'appelle Linux, ça fait partie du noyau. Qu'est-ce que c'est que le noyau d'un système d'exploitation? C'est la partie logicielle qui est démarrée en premier. C'est elle qui va notamment gérer tous les périphériques, le matériel, donc l'écran, les haut-parleurs, la souris, le clavier, les disques durs, les cartes réseau, mais aussi l'ordonnancement des tâches sur la machine. Donc c'est le noyau du système d'exploitation qui va décider quels programmes auront le droit de se lancer, à quel matériel ils pourront accéder, quelle est la partie de la mémoire vive qu'ils auront le droit de lire ou bien d'écrire, et ainsi de suite. Comment ils pourront communiquer entre eux. Vous voyez, c'est le chef d'orchestre en fait du système. Euh, le noyau, par contre, du système d'exploitation ne gère absolument pas l'affichage, c'est-à-dire l'interface graphique. L'interface graphique, c'est autre chose, en tout cas sous Linux. Sur macOS aussi d'ailleurs. Sous Windows, c'est un petit peu plus compliqué, tout est complètement entremêlé et c'est assez difficile de savoir ce qui est le noyau de ce qui ne l'est pas. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand vous avez une mise à jour sous Windows, vous êtes obligé de démarrer une, voire plusieurs fois votre machine, parce que chaque composant dépend intimement des autres, et dès qu'il y a une mise à jour quelque part, probablement il faut redémarrer tout le système pour être sûr que ça va fonctionner. Ce Linux est très différent, les redémarrages sont rarement nécessaires. Évidemment, puisque je viens de dire ça, il est fort probable que ici, exceptionnellement, on ait besoin de redémarrer parce que en fait le noyau Linux lui-même a été mis à jour, et c'est un des cas, un des rares cas où il est recommandé de redémarrer la machine. C'est même pas obligatoire d'ailleurs, je suis sûr que ça fonctionnerait même sans redémarrage, mais comme c'est une très grosse mise à jour, on va quand même redémarrer la machine dès que ça sera fini. Voilà, le téléchargement est terminé, donc là il est de la partie vérification de l'intégrité des paquets, donc pour vérifier qu'il n'ait pas été corrompu pendant le transfert ou bien hacké. C'est à ça que servent les fameuses clés cryptographiques qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, là c'est mon économiseur d'écran qui s'est déclenché, donc si je veux revoir le terminal, il suffit d'appuyer encore une fois sur F12, et voilà, ça n'a pas interrompu la mise à jour, hein, c'est simplement le terminal qui est retourné dans son plafond. Voilà, la mise à jour ici est quasiment finie. Vous voyez qu'il y a un petit message d'avertissement, warning. Il vous explique que le noyau a été mis à jour et que c'est plutôt recommandé
de redémarrer. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que l'ancienne version du noyau est encore sur le disque, vous pouvez continuer à l'utiliser, et le nouveau noyau, lui, sera effectif au prochain redémarrage de la machine. Bon, bah, nous, évidemment, on a envie de tester ce nouveau noyau, donc la mise à jour est complètement finie. Et il suffit cette fois de redémarrer proprement la machine virtuelle. Donc, quitter, redémarrer. Reboot. Bien, notre système a redémarré. Alors, on n'a pas tout à fait terminé avec les mises à jour. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait des messages disant il y a des paquets linguistiques disponibles. Alors, comment installer ces paquets linguistiques? Il existe en fait une application de configuration de Manjaro. Alors, pour la trouver, il suffit de commencer à taper Manjaro. Voilà, Manjaro gestionnaire de paramètres. C'est le premier programme. Donc c'est une petite application qui permet de faire une petite partie des réglages, notamment vous pouvez choisir une autre version du noyau, ça n'a aucun intérêt pour nous, hein, c'est pour les experts. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est les paquets linguistiques. Et si on avait attendu un petit peu, le gestionnaire de paramètres Manjaro apparaît automatiquement lorsque c'est nécessaire dans la barre de notification. Bah, bon, on l'a déjà ouvert, donc paquet linguistique. Et là, tout simplement, ce qu'il nous propose, c'est quelques traductions françaises qui n'ont pas encore été mises à jour. Par exemple, Firefox, donc on a tout intérêt à le faire, donc on va installer ces paquets. Ça revient à utiliser Pacman, mais c'est une interface graphique qui va lancer ces mises à jour. Bon. Mon mot de passe. Voilà, vous voyez, c'est le même texte qui défile que tout à l'heure avec Pacman, simplement ici c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y avait très peu de paquets à mettre à jour. Et voilà, notre système est francisé, peut-être qu'il faudra le redémarrer encore une fois pour ça, mais on n'est pas obligé de le faire maintenant, c'est pas urgent. Et là, on a un système Linux qui est complètement à jour.